Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue du mardi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez le goût d'apprendre des affaires. Parce que là, on a une amie spéciale aujourd'hui avec nous qui s'appelle Chloé Poitras de La Pointe de C'est une éditrice. C'est une femme merveilleuse et très agréable à vivre aussi. Fait que, je le sais parce que toutes les fois que je suis dans les salons, je saute dessus. Mais fait que, il y avait un besoin dans la communauté qui était de répondre à des questions sur l'édition. Puis même si moi, en tant qu'auteur, j'ai eu plein de réponses, le point de vue, des fois, du milieu vraiment, de quelqu'un qui est dedans, ça, ça apporte quelque chose de plus. Donc, merci, Chloé, de te joindre à nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Fait que, ben écoute, commençons dès maintenant. En fait, je pense que ce serait bien. Commençons par où tu es passé pour te retrouver éditrice dans une maison d'édition? Oui, mon parcours officiel. Donc, j'ai fait mon bac en littérature à l'Université de Sherbrooke et c'est là que j'ai rencontré Carl d'ailleurs. C'est notre amitié date d'il y a très, très longtemps. On ne dira pas quel âge on a. Puis après ça, j'ai fait ça s'appelle un diplôme de deuxième cycle. Et c'était la toute première mouture, c'était le diplôme de deuxième cycle en édition et librairie. Le programme venait tout juste d'être créé quand je l'ai suivi. Donc, c'est un diplôme qui durait 1 an avec un stage à la fin. Et mon stage, je l'ai fait aux éditions de Mortagne. Et je suis toujours là, 18 ans et des poussières plus tard. Je suis restée. Faisais bien ça. Oui, ben oui, j'ai dû être pas si pire en bout de ligne. Puis pendant aussi mon diplôme de deuxième cycle, j'ai eu la chance d'avoir un emploi ça n'existe plus, là, mais à l'époque, ça s'appelait l'ASTED, qui est une espèce de maison d'édition pour qui faisait des livres vraiment pour le milieu documentaire, donc les techniciens en documentation, tout ça. Fait que ça a été comme mes premières armes, juste apprendre à découvrir un peu ce que c'est un ISBN, puis comment faire un livre en parallèle avec mon cours, là, évidemment. Fait que c'est pas mal mon expérience au milieu de l'édition. Puis chez De Mortagne, j'ai pu toucher à peu près à tous les chapeaux qui m'intéressaient. Parce que moi, les subventions, c'est non. En effet. Je ne sais pas c'est quoi une TDOC, Roxane, mais cool. Je connais pas les termes, désolé. Pas dedans. Je vais technicien en documentation. Ah, ok, c'est ça que tu voulais dire. D'accord. Mais écoute, moi, je veux déjà le gros morceau. Fait que si, parce que les gens ne comprennent pas comme tout le processus qu'un manuscrit parcourt, dans le fond, dans les films, souvent, on voit la personne écrire le livre, sa machine à écrire, son ordinateur, je sais pas quoi. Puis après ça, je suis dans un lancement de livre, voici mon nouveau livre, puis tout va super bien. Fait que, le vrai processus, c'est quoi le vrai parcours d'un livre à partir du moment où il est un manuscrit, c'est-à-dire l'auteur juge que son livre est prêt à être lu par un éditeur, puis il l'envoie jusqu'à sa publication. Je vais te donner le parcours aux éditions de Mortagne, parce que chaque éditeur a sa façon de fonctionner. Il y en a qui sautent des étapes. Nous autres, on les fait toutes. Ben, pour nos standards à nous, là, évidemment, ça commence par la réception de manuscrits. C'est sûr qu'au sein d'une maison d'édition, je vais donner des pourcentages, là, mais c'est aucunement avéré, là, tout ça. Mettons, 96% des manuscrits qui sont de nos auteurs maison. Donc, des auteurs qui publient déjà avec nous depuis plusieurs années, qui vont nous fournir des manuscrits parce que ça n'arrête jamais d'écrire, ces petites bêtes-là. Quand ça commence, ça continue. Fait qu'ils continuent de nous fournir des manuscrits à une fréquence de 1 par année, 1 ou 2 ans. Des fois, c'est 1 ou 2 ans. Ça dépend. C'est bien variable. Puis, bon, c'est ça. Fait qu'il y a 96% qui vient de nos auteurs maison, puis un 4% qui vient de une référence de quelqu'un, un ami d'un auteur qui écrit, puis il y a un potentiel. Fait que là, ben, c'est sûr que vu que c'est un contact à l'interne, des fois, on fait ça, on les lit en priorité. Puis je dirais qu'il y a peut-être 1% qui vient de notre site, des manuscrits qu'on reçoit. On en reçoit énormément, puis on n'en publie pas beaucoup sur le lot parce que soit ça n'a pas été adressé à la bonne maison d'édition, le genre ne correspond pas, soit la qualité n'est pas là, soit il y a plein de facteurs qui font qu'on accepte ou qu'on refuse un manuscrit. Des fois, je dis les planètes étaient alignées, là, puis c'est un peu ça. Là.
oui, la qualité, mais il y a un momentum aussi. Des fois, il y a un texte qu'on pourrait avoir refusé il y a 5 ans, que là, on en voudrait parce qu'on veut en faire. Tu sais, je pense à, par exemple, la romance. On n'en faisait pas il y a 5 ans, puis là, on publie quasiment rien que ça. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on accepte un manuscrit. Fait que ça, c'est la première étape. Là, tu m'arrêtes si tu as des questions en cours de route. Ça va. Puis, Moi, après ça, pour ça, c'est correct. J'ai déjà une question par rapport à d'autres choses, mais je veux qu'on fasse le processus. Fait que, une fois qu'il a été, une fois qu'il a été lu, oui, qui a été lu. En général, il est lu par, on dit notre comité éditorial. Ben, des fois, c'est une ou deux personnes, là, gros comité, mais c'est quand même des éditrices à l'interne qui donnent leur approbation. Puis à ce moment-là, on va signer un contrat avec l'auteur. Et c'est là que commence le merveilleux travail sur le manuscrit jusqu'à publication. Donc, on parle d'environ 1 an, plus ou moins, entre le moment où on signe le contrat et le moment où le texte va paraître. Ça varie, là. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est plus long. Il y a plusieurs facteurs encore là qui vont influencer tout ça. Mais nous, on commence par un travail de direction littéraire avec l'auteur. Donc, on travaille le manuscrit pour l'amener. Parce que souvent aussi, il faut dire qu'on publie des fois des premiers auteurs. Donc, il y a un travail à faire pour amener le manuscrit à des fois un meilleur niveau, on va dire ça comme ça. Développer les personnages, enlever des trucs un peu superflus ou puis il faut dire aussi que nous, on s'adresse au grand public, fait qu'on veut pas perdre le lecteur en chemin, là. On veut qu'il aime son expérience. Donc, on travaille. On est une maison d'édition interventionniste. C'est le terme qu'on se donne. On le dit à l'auteur avant de signer le contrat, on l'avise. On lui dit, nous, on intervient dans le texte. C'est un travail d'équipe, on fonctionne ensemble, mais on te donne des commentaires, on veut que tu retournes travailler. Un auteur qui dit, moi, je ne touche pas à mes virgules, on ne signera pas de contrat avec lui ou elle. Fait que ça, c'est le travail de direction littéraire. Puis après ça, ben, le reste, c'est les étapes plus courantes, la révision linguistique, la mise en page, la correction des preuves. Puis au travers de ça, il y a la couverture, parce que ça aussi, chez De Mortagne, on travaille avec les auteurs. Il y a des éditeurs qui c'est pas le cas, qui font la couverture, puis ils l'envoient à l'auteur une fois que c'est fini, puis l'auteur n'a pas son mot à dire. Nous, on travaille avec l'auteur sur tout le long du processus-là, idéation, création, jusqu'à ce que tout le monde soit content. puis là, une fois que De Mortagne a préparé tout ça, là, il l'envoie vers quelqu'un d'autre pour que ça se rende au lecteur, là. L'imprimeur, c'est ça que tu veux dire? Ben, après, c'est quoi les autres étapes après? OK. OK, je pensais que moi, je faisais juste ma petite portion. Ben oui, l'impression, évidemment. OK, on fait la chaîne au complet. C'est vrai. Fait que l'impression, évidemment, après ça, quand le livre arrive de l'imprimeur, ça part dans les entrepôts de notre merveilleux distributeur, parce que c'est l'avantage d'être une maison d'édition bien établie et qui a les moyens d'avoir un bon distributeur. On paye tout ça, c'est un service qu'on paye. Donc, notre distributeur, lui, s'occupe de faire la tournée dans les librairies. Il y a des représentants qui vont chez les libraires présenter le programme à chaque mois. Ils arrivent avec des fiches argumentaires, couvertures, résumés. Ils font le travail de vendeur. C'est ça leur travail. Ils vont vendre aux libraires nos titres. Puis après ça, le libraire va commander, on appelle ça des mises à l'office. Donc, une quantité. Il va dire, moi, ce titre-là, je pense que je vais en vendre pas mal, je vais t'en prendre 20. C'est pas des très grosses quantités là, au début, on va se le dire. Puis des fois, il y a des titres qui tapent qui vont en vendre beaucoup, fait qu'ils en commandent plus, mais le libraire fait ses commandes et ensuite le distributeur va livrer les livres. Fait que c'est le rôle de prologue chez nous, là, c'est notre diffuseur-distributeur. Puis j'oublie-tu une étape? Je pense pas. Les salons du livre, mais ça, c'est la promo. L'aspect promotionnel, parce que le livre, c'est beau de le faire, mais il faut aussi le promouvoir. Fait qu'il y a tout l'aspect médias, services de presse, relationnistes, des fois, qu'on engage, pas sur tous les livres, mais sur certains. Puis les salons du livre, en général, les auteurs aiment ça y aller. C'est leur façon de rencontrer leurs lecteurs puis de montrer leurs livres à tous. Là. C'est des beaux moments. Des beaux moments pour les lecteurs et pour les auteurs. Oui, c'est vrai. On parlait, tu as parlé brièvement. Tu as dit, exemple, si un auteur dit, ah ben moi, j'avertis, je touche pas mes virgules. Fait que là, ben, OK, mais nous autres, on fait ça. Fait que ça marchera pas notre affaire. Mais sinon, qu'est-ce qui nuit le plus à un manuscrit? Là, c'est sûr que tu vas peut-être aller dans les fautes d'orthographe. Mais mettons, au-delà des fautes,
En fait, parlons-en des fautes, parce que là, moi, j'en fais pratiquement plus, fait que c'est quand même difficile à visualiser l'affaire, mais à quel point une faute sur une première page de manuscrit comme va turner off la lectrice qui fait le premier passage, mettons. Déjà, si on a un doute sur l'intérêt ou le sujet ou le type de livre, si en plus, déjà en partant, on arrive avec des fautes, tu sais, pas une ou deux, là, tu sais, quand tu le sens que l'auteur l'a peut-être pas passé dans ton manuscrit, mais là, déjà, ça. Parce que là, tu dis, OK, en plus de peut-être avoir du travail à faire au niveau de la direction éditoriale, je le sais que ma révision linguistique risque de me coûter une beurrée. Fait que être éditeur, c'est de la gestion de budget. C'est plate à dire, mais c'est un peu ça. On prend des risques, donc on a des budgets, donc il faut chaque projet, on le mesure, on le calcule, on se dit, OK, bon, mais il y a une portion qui peut coûter moins cher, une portion qui peut coûter plus cher. Si en partant, l'auteur semble ne pas faire de faute, ben, yeah! On se dit qu'on va économiser sur cette étape. Cool. Fait que, donc, à part les fautes, mettons, c'est quoi les plus gros turn-off, les plus gros, j'avais pris un mot qui était plus beau, qu'est-ce qui nuit le plus, mettons, à un manuscrit, autre que les fautes? Une structure. La structure, c'est vraiment la base. Un point A, un point B, au point C. Il faut qu'on sente un peu où l'auteur veut s'en aller. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut qu'on comprenne le chemin qu'il a voulu prendre, ce qu'il veut nous transmettre aussi dans son texte. Des personnages développés moindrement. On fonctionne beaucoup par coup de cœur. Fait que c'est sûr que je peux pas te dire qu'il y a une recette, là, il n'y en a pas, mais déjà, si on le fait lire aux gens autour de nous, puis qu'il y a des gens en qui on a confiance, là, puis qui sont capables de dire ah oui, j'ai aimé ça ou non, j'ai vraiment pas aimé ça, puis c'est vraiment, ça peut donner un bon indice que le texte est peut-être à la hauteur, mais c'est vraiment, on fonctionne par coup de cœur, c'est pas, c'est ça, une structure. Je conseille souvent aux auteurs de faire des plans, puis nos auteurs maison, la plupart du temps, avant même qu'ils écrivent leur deuxième puis leur troisième, on leur dit oh, attends, fais-moi donc un petit plan. Fait qu'ils nous envoient un plan. Puis à partir de là, on dit ah, ben oui, dans ce sujet-là, effectivement, c'est intéressant, ou ton idée est bonne, développe-la peut-être de telle façon. Fait qu'on peut déjà les enligner avant qu'ils perdent des mois de travail sur quelque chose qu'on n'est pas tant intéressé à publier, là. Il y a, en tant qu'auteur, j'entends des nouveaux auteurs ou des futurs auteurs qui trouvent qui se plaignent de mon manuscrit de l'affaire, puis tout ça. Puis là, j'essaie de leur faire comprendre des fois que c'est pas juste l'éditeur qui décide de ce qui arrive au livre. C'est-à-dire que c'est pas de la faute d'un éditeur si le livre n'est pas chez Jean Coutu ou des affaires comme ça. Fait que qu'est-ce que tu pourrais nommer aux gens qui nous écoutent qui, qui est pas sous le. Je suis super enrhumé, j'essaie de me concentrer sur mes mots. Qu'est-ce qui est hors de votre contrôle en tant qu'éditeur, dans le sens que ce qui arrive au livre, une fois la publication faite, une fois que vous avez fait votre job à vous sur le livre, c'est quoi les facteurs que vous n'avez aucun contrôle dessus, mais qu'il y a des auteurs qui sont fâchés contre les éditeurs à cause de ça, des fois? Tu as nommé la distribution. C'est sûr que la distribution, on engage, on paye Prologue. C'est tout à leur avantage que nos livres soient bien distribués pour qu'on en vende. Mais après, il y a des points de vente, il y a des librairies qui sont minuscules, qui n'ont pas de place pour accueillir tous les livres. Fait que c'est sûr qu'ils vont devoir faire des choix. Puis à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent un titre plutôt qu'un autre? C'est que le libraire connaît sa clientèle, il sait à peu près ce qu'il va vendre plus qu'un autre. Tout comme Costco fait des choix. Costco, ils ont je sais pas, là, une vingtaine de places, ben, j'ai beau avoir les meilleurs titres, selon moi, dans ma saison, ils en prennent souvent pas du tout. Fait que c'est sûr que les auteurs sont déçus, mais t'as 5 places, puis il y a combien de livres qui paraissent à chaque semaine au Québec? Il y en a énormément, puis il y a des périodes plus intenses aussi, la rentrée littéraire, t'as tous les manuels scolaires en librairie, t'as des dictionnaires. C'est comme, il y a des moments où tu te dis, oh, c'est mieux que je ne sorte pas de livre ou de nouveautés cette semaine-là parce que je vais être noyée parmi la masse. Nous, on a la chance d'avoir des collections qui sont fortes, qui sont très porteuses, puis qui se retrouvent dans les grandes surfaces. Les gens coutus, entre autres, on a des présentoirs près des pharmacies. Ça fonctionne super bien. On a la chance aussi d'être bien distribué chez Walmart.
Puis chez Renaud Bré, ben, on n'a pas des cubes en rentrant de nos livres parce que pour ça, tout se paye. Puis nous, on a pris la décision de ne pas payer pour ça. C'est vraiment des choix que l'éditeur fait après ça pour la distribution, la promotion. Il y a une petite promotion aussi là-dedans. Pour lesquels de mes titres vont engager une relationniste de presse, sachant que ça coûte très cher, une relationniste de presse, puis que je n'aurai pas nécessairement des résultats, même si je l'engage, parce que ça ne vient pas avec une garantie des résultats. C'est toutes des décisions qu'on a à prendre. Puis c'est sûr que des fois, il y a des auteurs qui sont insatisfaits. Et on fait de notre mieux. Puis je pense qu'il y a une partie de la promotion qui revient à l'auteur aussi. Puis de plus en plus, en 2025, avec les médias sociaux, les plateformes, c'est un travail d'équipe. On le fait ensemble. Faut pas que l'auteur fasse juste j'ai écrit mon livre, arrangez-vous, faites que ça devienne un best-seller. Ouais, une de vos attentes, c'est que l'auteur ne disparaisse pas une fois que vous avez accepté le manuscrit. Surtout pas. Puis c'est depuis presque 10 ans, là, quand on rencontre l'auteur, on s'assure que le fit soit bon. Justement, comme je disais tantôt, un auteur qui ne veut pas qu'on touche à son texte, ça ne sera pas un bon mariage. Ça ne donne rien qu'on force une union. Ça ne sera pas le fun pour personne, ni pour l'auteur, ni pour l'éditeur. Fait qu'on ne force pas d'union. Tout le monde est consentant quand on signe un contrat. Tout le monde est au courant des attentes de part et d'autre. Puis nous, on fait part de nos attentes aussi au niveau promotionnel. C'est-à-dire, si il y a une relationniste de presse, est-ce que tu es à l'aise d'aller dans les médias? Est-ce que tu veux faire la promotion de ton livre à la radio, à la télé, dans les journaux? Est-ce que tu es à l'aise d'aller dans les salons du livre? Est-ce que tu as des plateformes? Est-ce que tu es sur Instagram, TikTok? Tout ça, c'est des questions qui se posent dès le début pour que tout le monde prenne les décisions en connaissance de cause. Parce que pour l'éditeur, c'est un énorme risque financier. Chaque livre est un risque financier, donc c'est sûr que ça pèse dans la balance. Puis là, ben, on avait parlé, on a parlé de pourcentage justement, en termes de livres. Sauf qu'il y a quand même, moi, c'est souvent en conférence, ce que je dis, c'est d'imaginer que dans le fond, surtout les manuscrits qui sont envoyés à un éditeur dans l'année, ben, l'éditeur en prend genre 1% de ça, mettons, en calcul. Mais est-ce que c'est un chiffre qui est complètement random, dans le sens que, on est-tu encore dans la centaine de manuscrits par mois ou on est dépassé ça depuis longtemps? C'est à peu près 600 par année, je te dirais. Il me semble qu'on l'avait calculé, là, 600 qu'on va lire, là, parce qu'on en reçoit beaucoup, beaucoup plus qu'on ne va même pas regarder parce que c'est de la poésie ou une nouvelle ou quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Ça donne rien, là, on ne va même pas ouvrir ou on va regarder la page de présentation puis se rendre compte que c'est pas un genre qu'on fait. Mais je pense que c'est 600 qu'on lit, là, peut-être pas au complet, mais au moins le tiers, le quart par année. Puis sur les 600, il y en a eu un l'année dernière et un l'année précédente qui a été choisi. C'est un par année, 1 sur 600. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est pas beaucoup. Puis là, c'est un peu décourageant quand on repense au nombre d'heures qu'on a passé à lire des manuscrits, puis ça a donné un résultat. C'est ça. On est super contents des auteurs qu'on a trouvés, puis il y en a qui vont nous produire d'autres livres, là, on va faire d'autres choses ensemble après, c'est juste que c'est ça, c'est pas beaucoup. Et, oui, ce pourcentage-là, c'est dans les nouveaux auteurs. Ben, c'est pourcentage 1 sur 600, là, oui. C'était dans les 2 dernières années. En tout cas, c'était notre moyenne à date. oui, ben, c'est correct parce qu'encore là, c'est ça. Là, on parle d'une maison d'édition qui est comme c'est grand public, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'auteurs qui visent du grand public, fait qu'ils vont vers vous, mais je veux dire, quelqu'un qui publie, probablement que les maisons d'édition de poésie, s'ils prennent juste les manuscrits de poésie, il doit quand même en avoir moins que 600 par année. Je serais. J'imagine. Oui, sûrement, parce que c'est ça, nous, on fait de tout. On fait du roman, on fait du guide pratique, on fait du jeunesse, de l'adulte. C'est beaucoup, là. C'est pas qu'un genre. Puis, oui. Fait que, quand on parle parce que les questions qui reviennent aussi beaucoup, en fait, avant d'aller à mon autre question, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Y a-t-il des gens qui font comme, moi, j'aurais une question à poser qui serait intéressante? Je vais attendre une petite seconde. Moi, c'est des mains qui se lèvent. Avec un long silence. Des questions. OK, parfait. Okay.
Il y a toujours, exemple, des questions sur le nombre de mots. Les gens parlent, en fait, les gens parlent souvent de nombre de pages, puis là, je fais comme, on est mieux de parler de nombre de mots avec les maisons d'édition. Premièrement, est-ce que je fais bien de dire ça, Claude? Oui, oui, oui. Nous, les pages, ça veut absolument rien dire parce que tu peux avoir 10 pages en Arial 12, puis ça va te donner 2 pages en Time New Roman 2. Fait que ça, non, c'est vraiment les statistiques. L'outil statistique dans Word est notre meilleur ami. On l'ouvre à toutes les fois qu'on ouvre un manuscrit. Puis, est-ce qu'il y a avez-vous des limites? Parce on parlait dans le groupe justement du nombre de mots. Puis moi, quand je donnais un exemple avec un plan que je faisais, je visais, mettons, 55 000 mots pour mon manuscrit adulte. Puis là, il y en a qui étaient comme, mais 55 000, il me semble, c'est pas beaucoup pour un. Ben, moi, c'est ça, je vise moi, mais on peut aller à plus. Sauf que de mémoire, je pensais, exemple, avec vous autres, de mémoire, passer 120 000 mots, on commence à être moins dedans. Là. Je pense que c'est quoi ça? En 2026, avec le coût du papier actuel, on ne fait plus ça. Ça n'existe plus des manuscrits gros comme ça, ou si on les reçoit, on les coupe en 2 ou en 3. Fait que oui, ton 50 000 n'est pas un mauvais ratio. On ne peut plus faire des grosses briques. Ça coûte trop cher, il faudrait les vendre super cher, puis les lecteurs ne sont pas au rendez-vous à ce moment-là. C'est beaucoup plus difficile d'en vendre une quantité le fun. Fait que c'est pas. Non, on en fait vraiment moins. Puis on se rend compte aussi que le lectorat veut du page turner, veut avoir l'impression que ça va vite. Les gens, la population est à moitié TDAH, tout le monde. Là, fait que, on dirait que, je sais pas, il y a comme la consommation de livres a changé, comme je pense la consommation de bien d'autres biens culturels, là, mais ouais, les gens veulent. Ou s'ils veulent des grosses briques, ils veulent quand même avoir l'impression de lire rapidement puis que ça soit des page turners. Fait que c'est. Mais il y en a de moins en moins. Je vois moi, je ne suis pas capable de la lire. Visiblement, toi, tu es en train de lire. Fait que je vais te laisser lire. Pour un nouvel auteur, quel serait le nombre de mots idéal environ? Ben, ça dépend toujours du genre. C'est sûr que pour un roman jeunesse, un 40 000 mots, 50 000 mots, c'est tout à fait correct. Puis, pendant la direction littéraire, en cours de route, on s'ajuste si on se rend compte qu'il y a des trucs superflus. Le nombre de mots, c'est juste pour se donner un barème, mais ça peut varier de 10 000 en montant ou 10 000 en descendant. C'est très. Ça dépend, mais ça dépend du genre. Fait que pour du jeunesse, je dirais un 40 000, 50 000, c'est pas mal ce qu'on vise. Puis l'adulte, c'est bien vraiment en haut de 80 000. Là. Ça commence à être beaucoup, 80 000. C'est des bons, c'est des gros chunks. Récemment, on en a fait un, qui avait ça. Puis... Non, Michael, c'est moins que ça. OK. Michael, c'était ça, ses premiers, mais là, les nouveaux, il y a moins de mots aussi. Là. Ouais. Il se rend compte qu'il est capable d'écrire des histoires tout aussi efficaces avec moins de mots. Fait que c'est parfait. les mots, ça peut être bien, là, mais c'est quand tu es capable d'aller right to the point sans passer par 1000 descriptions, des fois, c'est ça. Mais c'est sûr que si on soit un manuscrit de 120 000 mots, là, on fait comme OK. Si on le lit au complet, vous êtes chanceux. Pour évaluer, là, c'est quand même c'est un gros chunk. C'est mieux de le séparer, quitte à aviser l'éditeur quand vous envoyez votre manuscrit, lui dire écoutez, ça serait le tome 1 de 2, possiblement, ou j'ai le deuxième déjà écrit, à peu près le même nombre de mots. Fait comme ça, l'éditeur sait à quoi s'attendre. Il reçoit un texte, il dit bon, c'est 60 000 mots, 70 000 mots, yeah. Puis là, il sait, OK, il va en avoir un autre. Fait à peu près en tout, le projet, ça va être tant de tomes. Au moins qu'on n'ait pas de surprise. Parce que c'est quand même. Surtout un nouvel auteur, là, on s'embarque dans quelque chose. Là, Ici, par exemple, on parle des éditions de Mortagne dans ce cas-ci. Il y a peut-être d'autres éditeurs qui sont plus à l'aise avec plus de mots, des choses comme ça. Puis dans ce temps-là, quand on se met un manuscrit ailleurs, si on n'a pas vu une information sur le site web, parce qu'on a pris la peine d'aller regarder le site web avant de soumettre notre manuscrit, si on n'a pas d'indication comme ça, on peut envoyer, exemple, dans la lettre de présentation, dire que là, il y a tant de milliers de mots, mais qu'on est à l'aise à l'idée de le diviser en deux, mettons, des choses comme ça. Oui.
Tout à fait. Puis, tu sais, souvent, avec le manuscrit, il y a toujours un synopsis. Faites-nous pas juste un résumé, là. Les auteurs sont comme moi, je vais juste mettre mon résumé de quatrième de couverture. Non, non, le synopsis, là, mettez-en de l'information là-dedans, là, dans le sens que je veux pas le manuscrit au complet, mais le plus d'informations je vais avoir là-dedans, le plus je vais décider, OK, est-ce que j'investis du temps pour après ça aller le lire au complet, à moitié, ou me donner une bonne idée. Fait que c'est vraiment la page de présentation, on sous-estime l'importance de la page de présentation. Puis non, Ariel a posé la question de la longueur, ne décourage pas de maison d'édition. Ça dépend vraiment des maisons d'édition. Nous, c'est sûr que 120 000 mots, on avale un peu de travers. Mais à lire, je pense pas que ça soit un problème. Ça dépend du genre aussi. Du fantastique, c'est bien dur de s'en sortir. Fantastique pour adultes, c'est dur de s'en sortir en bas d'un certain nombre de mots quand tu veux installer ton univers. Fait que il y a beaucoup de variables. Ariane a une question, je pense. Ah ouais, ben tu parlais de l'efficacité des synopsis, là, puis du résumé du synopsis. Mais tu sais, est-ce qu'on met aussi comme nos spoilers dans le synopsis? Oui, oui. OK. Oui, tout ça. On veut tout ça. Oui, tu veux me donner le goût, donne-moi des spoils. OK, fait que c'est vraiment, on raconte l'histoire, mais... Oui, avec comme si tu voulais vraiment vendre ton livre là, à quelqu'un, là, ça prend le plus d'informations pertinentes possible. OK. J'ai souvent ça, des résumés de 3 lignes, puis je suis comme non, non. Je veux savoir ce qui m'attend. Parfait, merci. Ouais, c'est cool, ça. Je pense que je vais faire un cours juste pour ça, genre, comment faire la page. Comment présenter? Oui, c'est vraiment important parce que on en reçoit tellement, on peut pas toutes les lire. Puis ça se peut que des fois, on passe à côté de pépites juste parce que la page de présentation est comme boring. c'est ça. Ou que l'auteur a mal ciblé, parce qu'il y en a des fois qui nous disent ah, mon livre, je le verrai dans telle collection, non. Puis finalement, on le lit, puis on fait hey, non, moi, je ferais que ça avec, puis tu l'avais vraiment pas aligné comme faut, ou tu sais, fait que des fois, c'est ça. Une page de présentation, ben, pas la page couverture, j'imagine que tu voulais parler de page de présentation. Ben, on demande aux auteurs de donner l'information par rapport à leur livre, mais par rapport à eux aussi, parce que comme je disais tantôt, l'auteur est aussi important ou presque son livre. Fait que s'il y a des choses pertinentes à dire, ça peut être vraiment nono, mais tu sais, dire moi j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos sur telle affaire, j'ai tel intérêt, tu sais, de se présenter en tant qu'auteur avec expérience ou sans expérience, mais des fois donner un peu d'informations sur la personne. J'ai une jeune autrice qui a écrit un livre récemment, ça s'appelle Campus Bar. Puis elle a fait un cours en chant classique. Oui, mon téléphone. Elle a fait un cours en chant classique, puis ça, elle l'a précisé dans sa lettre de présentation, puis je trouve ça intéressant. Fait que, tu sais que l'auteur connaît un peu mieux son sujet. Fait que toute information pertinente, même des fois juste nous faire sourire, tu sais, j'ai un chien que j'aime, j'ai un lapin. Ça attire l'œil, ça rend l'auteur plus humain pour l'éditeur aussi, puis déjà, il y a comme une petite relation qui s'installe. Excusez. Excusez mon répondeur qui embarque. Alors, c'est correct que moi, j'essaie de me moucher subtilement et de tousser pendant ce temps. Parce que ça, c'est l'affaire qu'on n'apprend pas assez ça. Moi aussi, je vous donne un conseil. Si votre livre est publié puis vous allez dans un salon du livre, pastille pour la gorge. De l'eau. D'eau. Bon, ma lèvre, de l'eau. Parce que j'ai passé juste la journée de samedi au salon, puis je suis parti de là avec une infection dans la gorge, ça n'a pas de bon temps. J'ai dormi toute la journée hier, toute la journée aujourd'hui pour être en forme pour toi, Chloé, ce soir. Fait que. On va arrêter là. Oui. Oui, fait écoute, moi je trouve que c'est une belle lancée, les conseils de même, je trouve que ça va bien. Fait que en vrac de même, t'as-tu vite comme ça un autre conseil qui te vient en tête quand on parle là, on parlait de la soumission de manuscrit, bien évidemment, la page de présentation, l'idée, le conseil que tu donnais de se faire un plan pour au moins comme. Parce que même le plan, je dis, on parle de la page de présentation, même un plan fait que dans ta page de présentation, tu es capable de cerner les étapes de ton histoire puis faire, OK, mais dans mon plan, j'ai dit ces affaires-là, fait que ça, c'est les affaires importantes. Fait y a-t-il un autre conseil de ce genre-là que tu as vite de même? Sinon, je vois qu'on a une autre question de toute façon qui est. J'en parlais tantôt, mais juste de s'acheter Antidote puis de l'utiliser pour passer le texte dedans avant de l'envoyer, ça peut juste être
positif, puis l'antidote va servir après pour les autres manuscrits. Fait que c'est un bon investissement, je pense, pour tous les auteurs. Parce que justement, des fois, juste une page de présentation avec plein de fautes, tu fais comme j'ai pas tellement envie de lire le texte là. C'est comme. Oui, il y a la page de présentation puis il y a le synopsis. C'est deux choses. En tout cas, nous, sur notre site, on demande les deux. Page de présentation, on parle vraiment plus de l'auteur, puis le synopsis, c'est là que vous dévoilez tous vos punchs. La question de Roxane, c'était est-ce une bonne idée de mettre une photo de soi? C'est pas nécessaire, puis je pense même pas que notre site le permette, là, peut-être dans le Word, un copier-coller, mais de toute façon, Facebook, là, on va tout le temps stalker là, les auteurs. Faut mieux que ton profil soit vraiment bloqué, là, mais souvent LinkedIn ou Facebook. Là. Mais c'est vraiment pas quelque chose on va le faire rendu souvent à l'étape du contrat avant de rencontrer la personne, là, mais au moment de la lecture de manuscrit, la face, non, c'est pas important. Bon, j'attendais. Je donne une réaction, par exemple. C'est bon. C'est bon. À part de ça, est-ce que si on parlait de. As-tu des trucs qui font que. Parce que la première fois qu'on reçoit une relecture, la première fois qu'on reçoit le rapport de lecture, c'est-à-dire la première étape, une fois que le contrat est signé, c'est-à-dire les commentaires de la direction littéraire générale sur l'œuvre. Est-ce que tu as un conseil qui peut aider les gens à sauver leur ego momentanément quand ils reçoivent les premiers commentaires difficiles sur leur manuscrit? Vous en avez vu? Oui. Moi, j'ai un cours de psychologie sans l'avoir vraiment suivi. Là. C'est sûr que c'est. Oui, des vidéos de chats, c'est toujours une bonne idée à les visionner pour se calmer. Mais toujours aux auteurs, quand je leur envoie un rapport de lecture, lis-le, puis laisse-le reposer. Il va continuer de mijoter pendant. Des fois, ça peut prendre une semaine avant qu'un auteur me revienne, puis c'est correct. Là. Je comprends que c'est quand même. C'est votre bébé qu'on commente, puis qu'on analyse. C'est sûr que oui, on ressort le positif, mais en bout de ligne, le rapport, il sert surtout à mettre en lumière ce qui ne marche pas. Fait que c'est sûr que ça peut faire mal. C'est pas agréable. Puis même pour nous, on essaye là, en le faisant, OK, là, je vais rajouter un peu de commentaires positifs parce que je trouve qu'il me semble que c'est beaucoup de. Fait que, on fait attention à ça, puis on l'envoie en marchant un peu sur des œufs, mais en bout de ligne, une fois que l'auteur a digéré le rapport, puis il se met à retravailler son texte, il est comme ben oui, ça a tellement plus d'allure, ça. Ah oui, ça marche. Puis des fois, non, là, des fois, il y a des choses sur lesquelles on discute, puis t'as les bons arguments. Écoute, laisse ça de même, finalement, ça va, c'est correct. C'est vraiment un travail d'équipe, mais oui, la première réaction, c'est sûr que c'est normal, je pense. Je peux pas dire à personne de t'as pas d'affaire à réagir comme ça. Là. Non, je pense que tous les auteurs réagissent à différents degrés. Ariel avait une question. Est-ce que tu veux qu'on la laisse poser ta question? La permission, Carl. J'aime ça. C'est parce qu'on parlait d'auteurs tantôt, puis je me demandais, ça m'a fait penser comment ça va pour les maisons d'édition, disons, si vous fonctionnez encore avec des noms de plumes, des fois? Disons, auteurs qui préfèrent pas que ce soit leur vrai nom ou pas. C'est très rare. On en a un, le Carl, qui a voulu faire ça, qui a voulu faire ça pour. Ben, tu l'as fait, je pense, avec. Tu l'as fait, toi, sur Amazon. Mais nous, c'est pas vraiment. Ben, je dis ça, puis Marie Potvin, c'est pas son vrai nom, mais tu sais, c'est comme pas. Il n'y a plus ce besoin-là, je pense. Puis, tu sais, je sais qu'on a eu la discussion il y a un an quand on a signé une autrice d'un fait vécu. Les faits vécus, on a une collection de faits vécus chez De Mortagne, puis justement, elle a vécu des trucs très, très difficiles, puis elle n'était pas à l'aise au début de mettre son nom sur la couverture, mais on lui a expliqué qu'avant même de signer le contrat, là, pour nous, c'est une discussion qu'on a avec les auteurs parce que dans le cas d'un fait vécu, c'est important de pouvoir aller porter son message dans les médias, dans les journaux. Fait qu'on se voyait. Si tu mets un pseudonyme, ça veut dire que tu n'es pas présent du tout, ni en salon, ni dans les médias. Fait que nous, c'est un enjeu là, ici au niveau promotionnel. Fait qu'on lui a dit qu'elle a accepté. Elle a réfléchi à son affaire, elle a accepté de mettre son nom sur le. C'est la question plus au niveau professionnel, effectivement, parce que promotionnel, parce que, tu sais, disons, tout dépendant, j'en ai plusieurs projets littéraires, mais tu sais, je fais partie d'un ordre professionnel que je peux pas publier ce que je veux, en fait. Ouais. Selon le travail. Donc, tu sais, des fois, c'est le travail qui est aussi qui fait en sorte que ça peut.
Fait que là, tu sais, soit c'est une restreinte puis pas publier sur certains sujets, ou le publier sans promo, tu sais, avec un autre nom, ça reste une possibilité, mais tu sais, Oui, mais pas de promotion, hein, c'est difficile, là. c'est ça. Parce que l'auteur ne peut pas porter son livre jusqu'en salon, puis dans les mêmes, tu sais, mettons de jeunesse, dans les écoles, tu sais, ça dépend là, du sujet, mais ouais. Je pense que les autres professionnels n'acceptent pas des sujets jeunesse. Ouais. Je pense. Je sais. OK, ça marche. Merci. On a 2 questions qui sont rentrées, c'est cool. Là, tu veux qu'on réponde à la question en premier, puis après on. Chantal dit le fait d'avoir déjà publié chez un autre éditeur peut-il aider à l'être chez vous? Ça n'a aucune importance. C'est quelque chose à préciser dans la lettre de présentation. Oui. Oui, ça peut être important. Le seul moment où ça peut vous nuire, c'est si vous avez commencé une série ailleurs. Arrivez-moi pas avec un tome 3 chez De Mortagne, là. J'ai pas vraiment d'intérêt à publier ça, puis ça marche pas, ça fonctionnera pas. De commencer une série à quelque part puis d'aller la finir ailleurs, les libraires aiment pas ça. Ça fonctionne pas. Puis même chose pour les rééditions. En général, là, on en fait de moins en moins. Ou si on en fait, ça va être dans une collection format poche peut-être. Là, on est en train de réfléchir à ça là, en ce moment. Ouais. Je vous dévoile ça. Fait que non, ça peut être un incitatif, effectivement. Là, c'est à préciser dans la lettre, oui. Et Ariane, tu avais une question? Oui, je me demandais, parce que quand on parlait que dans les films, il y a tout le temps des lancements de livres, là, c'est comme une espèce de souper ou un événement. Ça doit pas être toutes les Avec du champagne. C'est ça. Mais tu sais, ça nécessairement avoir du champagne, ça doit pas être tous les livres qui passent avec ça. Oh mon Dieu, les fameux lancements. Quel concept qui a été. Les films nous ont tellement mis dans l'ordre avec ça. Honnêtement, là, des lancements, nous, on n'en fait pas. C'est les auteurs qui se font un party pour leur famille. Là. C'est ça, un lancement. Les médias ne se déplacent plus. Les journalistes ne vont pas, là, à moins que tu t'appelles Patrick Sénécal. Là. Il n'y a personne sinon qui va aller à ton lancement. Là. Ils ne savent pas t'es qui, c'est ton premier livre. C'est beaucoup d'argent pour peu de résultats. Puis c'est ça, c'est vendre les livres à mon oncle puis ma tante. Puis là, ben, nous, on préfère prendre cet argent-là puis l'investir en promo à la place. Payer une publicité dans un magazine ou donner une visibilité autre ou inviter l'auteur en salon ou c'est ça. On s'est rendu compte que c'était plus pour faire plaisir aux auteurs. C'est le fun, là, mais maintenant, ce que les auteurs font, c'est qu'ils s'organisent eux-mêmes leur lancement. Ils s'en font un tout petit dans un café ou dans une bibliothèque ou dans une librairie. Puis c'est eux qui vendent leurs livres, donc c'est eux qui empochent le profit, là, le 50%, ça leur revient. Puis après ça, ben, nous, on contribue, par exemple, en faisant un visuel pour leur lancement, des petits cartons d'invitation. On va contribuer à la mesure de ce qu'on veut bien mettre, là, mais on n'organise plus là, des gros lancements qui coûtent des milliers de dollars. Parfait. Ouais, ben tu sais, moi, c'est vraiment tout. J'ai jamais, même depuis ma première publication, j'ai jamais pensé comme que l'éditeur avait à débourser pour mon lancement, de toute façon. C'est vraiment. Ça a tout le temps été l'idée de faire un party, souligner la publication, puis revoir le monde, parler un peu d'écriture, puis oui, vendre quelques livres à nos amis et familles, mais sinon, c'est ça. J'avoue que peut-être une fois, là, parce que j'avais fait le cégep. J'avais une formation sur les communiqués de presse puis sur le cégep. Là, fait que voilà, dans mes premiers livres, j'avais fait vraiment les documents, j'avais envoyé ça aux médias. Avais-tu eu des médias qui s'étaient pointés à ton lancement? Pas qu'ils étaient venus, mais tu sais, ça s'appelait pas 2055 à l'époque, mais tu sais, l'Express de Drummondville, tu sais, avait fait un petit quelque chose sur leur Déjà, juste une recension comme ça, c'est super, là, puis ouais. personne ne va dire non pour ça, là. Ouais. On n'a pas d'autres mains levées pour l'instant, génial. J'aimerais ça qu'on parle de. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est bien, comme dans le milieu de l'édition, même quand ton livre n'est pas encore publié, d'aller dans les salons du livre, dans des événements, de faire connaissance avec les gens, de parler avec les éditeurs, pas pour faire genre, hey, je te fais mon pitch de livre alors qu'il n'est pas fini d'écrire, mais juste parler avec les éditeurs pour en apprendre plus sur ce qu'ils publient, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils ne veulent pas, sur ce qu'ils veulent, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des comportements
utile à avoir des bons comportements de l'étiquette que tu voudrais nous partager en Salon du Livre quand on veut parler à des éditeurs, mettons. Faire venir la fin de semaine. Jamais. Jamais. Le samedi, le dimanche, on a de la misère à bouger dans le kiosque. Moi, je cours partout, je fais des changements de table. C'est vraiment pas le moment si vous voulez me trouver et me parler. C'est la semaine. Il y a une journée, le mercredi, là, c'est tranquille, il n'y a pas personne. Il y a des journées scolaires, mais les enfants, ils gèrent tout ça, là, fait que ça va. Les journées scolaires, les soirs aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours quelqu'un sur le kiosque. Là. Moi, je ne suis pas là tous les soirs. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de chances de rencontrer quelqu'un de la maison d'édition. Mais mercredi, jeudi, vendredi, vraiment des meilleures journées que la fin de semaine. Puis, de demander est-ce que c'est un bon moment, est-ce que je peux voler 5 minutes, 10 minutes de votre temps, puis si l'éditeur semble réceptif, ben go, sinon, ben, est-ce que je peux revenir ou est-ce que je peux. Ça peut même se faire après le salon par téléphone ou en Zoom, mais c'est sûr qu'au salon, c'est un bon. Des fois, c'est un premier bon contact là, pour poser des questions vraiment sur. Déjà pour savoir si c'est pertinent que si votre manuscrit s'inscrit dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Des fois, après 20 minutes, vous allez vous en rendre compte là, si ça fait ou ça fait pas. C'est une bonne idée de l'envoyer. N'arrivez pas non plus avec un manuscrit papier, surtout pas. Hein, on est en 2025, puis personne ne prend ça. Puis moi, c'est sûr que je le perds là, quelque part en dessous d'un cube où les salons, on a tellement de choses à gérer que je vais le laisser là, puis il risque de rester là jusqu'au dimanche et même après. Fait que non, pas de manuscrit papier. Puis en général aussi, même quand vous envoyez un manuscrit par Internet ou que ce soit quand vous venez en parler, de ne pas arriver avec une idée toute faite de votre couverture à l'avance. Parce qu'il y a des auteurs, même maintenant là, que les AI existent, là. Oh là là! Il y en a qui s'amusent, puis qui nous arrivent avec des ébauches, puis c'est comme moi, c'est ça que je vois sur mon livre. Oui, mais attends, là. On dirait que ça peut être un peu agressant. Faut penser qu'on arrive dans une maison d'édition qui a déjà une image de marque, qui a déjà une sorte de direction artistique, fait qu'on peut pas arriver avec n'importe quoi comme couverture. Puis, nous, on collabore avec les auteurs pour les couvertures, mais comme je disais tantôt, c'est pas tous les éditeurs qui le font, puis ça serait vraiment moins compliqué, là, des fois, de pas faire participer les auteurs, mais on trouve ça quand même plus respectueux de le faire. Puis des fois, ça amène des super résultats. Là. Des fois, c'est les auteurs qui ont des flashs de génie, puis je suis comme waouh, j'adore, puis on y va, là, all-in, là, mais d'autres fois, c'est ça. Quand ils arrivent avec trop une idée vraiment définitive de ce qu'ils veulent, puis qu'ils sont pas très flexibles, ça peut être rebutant, un peu. Fait qu'en salon, ouais, c'est ça. C'est pas jamais la fin de semaine, puis de pas arriver non plus puis s'installer pendant 30, on n'a pas beaucoup de temps, là, fait arriver avec des questions précises rapidement, là, pas que ça prenne une demi-heure, parce que c'est ça, j'ai des changements de table aux demi-heures, fait que je m'occupe de mes auteurs en priorité. J'ai vu comme un commentaire ou une question passée, j'ai pas eu le temps de le voir comme il faut. Ben oui, Roxane disait ceux à éviter, là, c'est ça, je disais pas, surtout pas venir le samedi dimanche. C'est ça, oui, c'est pas mal. Puis le manuscrit papier, là, c'est pas mal. Les deux pires que j'ai vus, là. Et de poser des questions sur des collections, poser des questions sur les genres. Puis des fois, c'est pas parce que ce qui est en kiosque, ça correspond pas à votre genre qu'on n'est pas en train de travailler sur quelque chose qui s'en vient, qui va être dans un nouveau genre. T'sais, comme je disais, on est à la fin des tendances, on développe des nouvelles collections, puis ça, ben des fois, ça prend un an là, avant que ça sorte. Fait qu'on peut être en train de rechercher des manuscrits, puis vous n'êtes pas au courant, puis là, vous arrivez, puis fait que c'est toutes des choses. Oui, parce que c'est ça qui est arrivé avec l'enlèvement. Parce que quand j'avais écrit Parfaite, après ça, j'avais décidé vraiment comme écrire avec ma soeur son histoire, puis ça, puis je te l'avais dit, j'avais dit comme. Fait que là, je suis en train de faire ça avec ma soeur, fait que je vais peut-être le soumettre à tel éditeur, puis tout ça, mais je voulais te le dire avant, puis c'est là que tu as fait, ben là, shoot! On est en train de travailler sur 14 ans portée disparue, oui, parce que le tien, c'est le deuxième de la collection. Oui, c'est vrai, on est en train de travailler sur un revécu à ce moment-là qui n'était pas publié encore, puis qui a été un des plus gros succès de la maison d'édition, finalement. Là, fait que... Ben oui, ça fait que ça a été. Si je m'étais juste fié à ce que je voyais dans le kiosque ou même à la maison d'édition. Non, je l'aurais juste envoyé à quelqu'un d'autre, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Oui, puis on aime quand même fidéliser nos auteurs. En
en 2025, si tu veux vivre de ta plume, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'avoir plusieurs éditeurs. Puis ça, on en est très conscient. Mais si on est capable, nous, je pense à Samuel Champagne, là, ça, c'est le meilleur exemple de l'auteur. Ben, toi aussi, Carl, là, mais l'auteur qui publie dans tous les genres, puis que par chance, ben, il publie tous avec nous, là, on est chanceux. Là. C'est pas la majorité, mais on essaie quand c'est possible. C'est sûr qu'on ne peut pas juste sortir dans une saison 8 livres de Samuel Champagne. Là. Ça ne marche pas, là, ça se peut pas, ça. Pourquoi s'assurer le marché? Puis une question de subvention aussi, je pense, là, on ne peut pas avoir juste les mêmes livres du même auteur tout le temps. Pourquoi ça, même question? Pourquoi c'est plus possible de vivre de sa plume en étant avec plusieurs éditeurs? Parce que justement, tu peux publier plusieurs genres dans la même année. Donc, ton chèque de redevance, c'est plus significatif que si tu as juste un livre. Parce que pour vivre de ta plume, il faut quand même que tu en vendes pas mal. Là. Je ne suis pas bonne en maths, là, je ne ferai pas le calcul ici, là, mais sachant que c'est 10% du prix de vente, c'est ça. J'ai des éditeurs qui publient de l'horreur avec nous, du jeunesse avec un autre. J'ai des auteurs qui publient du jeunesse avec nous, avec d'autres, de l'horreur avec nous, de l'érotique à une place, de la romance. Ils disent que c'est jamais bon de mettre tous les hommes dans le même panier. Ben, c'est particulièrement vrai si tu veux en vivre. Parce que je ne pourrais pas, moi, publier tous ces genres d'un même auteur chez moi. Oui, mais ça, c'est encore là, il y a plein de façons d'en vivre, mais tu sais, comme là, on parle de si tu veux en vivre juste avec les droits d'auteur, mettons, tu sais. Mais tu peux en publier un par année à un seul éditeur, mais faire plein d'animations scolaires puis à l'année, puis tu vas t'en sortir bien, tu sais. Fait qu'il y a comme. Mais oui, c'est vrai que c'est arrivé souvent qu'on ait des discussions ensemble que je disais comme ah là, je vais écrire ça, là, je vais écrire ça. Puis là, tu étais comme ben Carl, calme-toi. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui veulent écrire puis publier avec nous autres. Fait que, puis à chaque fois, là, c'est ça. Je dis c'est correct, je suis pas pressé. Ouais, ça va venir. Non, mais c'est ça, des fois, ce que ça fait, en tout cas avec Samuel, on le vit, là, c'est que lui, ses projets, on les étale sur plusieurs années. Là. On n'a pas le choix. Puis on choisit les bons moments pour sortir les différents types de livres, puis selon la collection dans laquelle il publie aussi. Puis c'est ça. Mais tu vois, au printemps dernier, il y avait 3 livres, Samuel, avec nous. Il y avait son Destination extrême en janvier, de l'horreur. Il y avait son Tabou au mois d'avril. Puis il y avait un raconté au mois de mai-juin, genre. 3 dans la même saison. Ça, je pense que tu n'as jamais vu. Il a été chanceux cette saison-là. Oui, Ariane, vas-y. Ben, moi, je trouve ça vraiment chouette, les concepts là, comme tu as dit, la Destination extrême ou les cobayes, tu sais que c'est une série, mais qu'il y a plusieurs auteurs. Là. Mais tu sais, comment ça fonctionne exactement? C'est genre, on voit ça passer, puis on vous écrit, on fait comme, hey, salut, j'aimerais ça, écrire une Destination extrême. Tu sais, comment ça marche? Au départ, quand on a lancé la collection, nous, on a nous-mêmes approché des auteurs, on a tendu des perches, puis là, elle s'alimente un peu par elle-même parce que les auteurs qui ont écrit une fois dans la collection, ben, en écrivent un deuxième, un troisième. Mais effectivement, depuis, je pense que le premier est rentré au mois de février où on ne l'a pas lu encore, là, mais on en a reçu sur le site de manuscrit. Que c'était vraiment, la personne a écrit pour Destination extrême. Elle nous l'a dit, j'ai triplé sur la collection, j'ai écrit une destination, voilà, sans nous avertir, on reçoit un manuscrit comme ça. Fait que ça, pour l'instant, je ne sais pas si ça va avoir été positif parce qu'on n'a pas eu le temps de le lire encore. On a priorisé les auteurs de la collection, c'est sûr, on priorise nos auteurs maison. Mais écoute, c'est pas impossible. C'est pas impossible, puis je pense même que quand justement tu vises une collection qui fonctionne bien, puis qu'à un moment donné, si l'éditeur se retrouve à plus avoir assez de manuscrits qui rentrent de ses propres auteurs, ben ça se pourrait que tu réussisses à te glisser dans le concept. Si c'est bon ce que tu as écrit, pourquoi pas? On ne sera pas contre la vertu, là. C'est une collection, en plus, c'est une grosse locomotive, ça fonctionne, cette collection-là fonctionne bien par elle-même, puis peu importe le nom de l'auteur, c'est plate de dire ça, mais tu sais, c'est le principe de collection qui fonctionne bien, les destinations, puis les récits qui sont bons aussi, là. Fait que... Je dirais que ça a été une porte d'entrée. Moi, c'est ça que j'ai fait avec vous autres. Dans le fond, on s'est croisés au Salon du livre de Montréal, puis j'ai fait ça, c'est quoi? C'est une collection qui pogne, ça? Puis là, je pointais les tabous, puis t'étais comme, ben oui, j'aime beaucoup les tabous. J'ai dit, OK, parfait. Quel sujet, j'avais proposé, j'avais parlé un peu de l'idée que j'avais, puis c'est ça, t'avais fait, ben, écris-le.
écris-le, puis moi ça, Ouais. puis je vais te dire si ça rentre dans ce qu'on fait, puis ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis le premier jet de Parfait, c'était pas du tout ça. Là. Il y avait comme tellement de gros sujets, de thèmes différents, de tabous, que ton commentaire, ça avait été, ben, t'abordes trop de sujets. Fait que il faudrait que tu en choisisses un. Puis là, j'avais fait, OK, mais c'est quel qui répondrait le mieux à la collection. Puis c'est là que tu avais dit, ben, le trouble alimentaire, ce serait bien tu sais, de l'approfondir. Puis tout. Fait que j'ai dit, OK, on enlève les autres sujets, puis on approfondit celui-là. Puis c'était ça, les gens n'ont pas acheté parce qu'ils me connaissaient, moi, Carl Rocheleau. Ils l'ont acheté parce qu'ils connaissaient la collection, puis La le collection. studio les intéressait. Fait que c'est la même façon pour les destinations industrielles. Je sais pas. Au fond, je sais pas, est-ce que tu as géré un peu, Jonathan? Ben, je pense à Jonathan parce que je l'ai vu en fin de semaine, mais c'était-tu un peu son processus à lui? Comment il est entré dans la collection? Ah, je me souviens pas. Non, je sais pas. Est-ce que c'est lui? C'est lui qui nous a approchés. C'est lui qui a écrit à Valérie, je pense. Mais lui, on n'est pas allé le chercher parce que nous, on essaie. C'est notre politique chez Demorfin, on ne fait pas de maraudage. Mm. On ne va pas voler les auteurs des autres maisons d'édition. Si l'auteur vient à nous parce qu'il y a des insatisfactions, ça va. On va l'accueillir à bras ouverts. Mais on ne va pas piquer les auteurs des autres. Fait que Jonathan, il a dû venir à nous, là, parce que je pense pas qu'on soit allé le chercher. Mais ouais, je pense qu'il y avait quelque chose. Il avait envie d'écrire pour le grand public. Puis il voulait tester, voir s'il était capable. Puis il pensait que Destination Extrême, ça serait une belle occasion de le faire. Parce que ce qu'il publie chez Alire, je pense que c'est plus littéraire. Fait que je pense qu'il voulait essayer autre chose. Ouais, c'est pas mal ce qu'il m'avait raconté. Il m'avait dit justement il en avait parlé à Marie-Lou. Il avait le goût d'écrire ça. Donc, oui. Puis Marie-Lou avait dit, ben, par à Valérie pour être sûr que Amityville n'est pas déjà pris, parce que ça, c'est une autre affaire. Vérifier le sujet. D'abord, oui, écrire pour vérifier le sujet. Mais c'est ça, les gens qu'on a reçus sur le site de Manuscrit par rapport à la collection, je me disais, oh, c'est risqué, ça aurait pu être une destination qu'on est en train d'écrire déjà avec un autre auteur. Puis là, ben, on va pas avoir 2 livres sur le même sujet. Mais Comme les ouais, c'est ça. Faudrait pas, là. Mais c'est ça. Ouais, je pense qu'il y avait des filles. Puis la collection aussi de Destination Extrême, on fonctionne avec des plans. Là, les auteurs nous écrivent des plans avant pour qu'on sache où ils s'en vont. Puis s'assurer aussi qu'il n'y ait pas trop de ressemblance entre les histoires. Puis tout ça. Là. Fait que c'est un travail qui est fait en amont. Là. Il y avait une question dans le chat. Vous semblez vraiment avoir de belles valeurs. Ah, ben merci. C'est la maison d'édition, mais c'est l'équipe aussi au sein de la maison d'édition, je pense, qui prend ces décisions-là au fur et à mesure de l'expérience qu'on a. Puis on n'aime pas ça, se le faire faire, fait qu'il faut qu'on le fasse à d'autres. Fait que là, les amis, c'est le moment. Si vous avez une question, puis là, tout le long, vous avez dit, je pose la question, pas, ça serait là, il faudrait poser la question. Si vous en aviez une dernière à poser. Sinon, moi, je vais. Et voilà, Roxane a fait comme moi, je vais. Vas-y, Roxane. Je vais la poser de vive voix, celle-là. J'avais peur de ne pas avoir le temps d'écrire avant que tu dises bye. Ça m'a popé tantôt à savoir, quand vous recevez des manuscrits, est-ce que vous écrivez une réponse à la personne, que ce soit positif ou négatif, ou vous laissez les gens sans réponse? C'est une bonne question. Puis encore là, je vais répondre juste pour nous parce que je ne sais pas comment les autres éditeurs fonctionnent. Je pense qu'il y a plusieurs éditeurs qui répondent juste pas. Nous, notre logiciel, on a la chance d'avoir un truc. Notre site est fait de façon à ce que on a juste un piton, accepter, refuser. Ben, en fait, c'est refuser, là, parce qu'accepter, on fait ça de vive voix, là. C'est une très bonne nouvelle. On appelle l'auteur, là. On fait pas juste envoyer un courriel. Puis c'est la portion de notre job qu'on aime le plus, je pense, là, appeler les auteurs pour leur dire qu'on publie leur texte, là. C'est comme. Ben oui. Quasiment comme leur annoncer qu'ils ont gagné à la loterie, là. Ils agissent très, très fort. Fait que, mais le refus, oui, on a une façon de le faire automatique. C'est sûr que ça ne donne pas de détails pourquoi on a refusé, malheureusement. Mais des fois, dans certains cas, quand on a trouvé du potentiel, mais que ça ne fait juste pas avec nous, on va préciser. On peut là, faire un refus avec quelques détails. Là. Ça dépend du temps que l'éditrice qui fait le refus a. C'est bon pour ne pas laisser la personne à faire comme sans idées de faire comme, mettons, 6 mois plus tard, j'ai pas eu de réponse, c'est parce qu'il a été refusé ou c'est parce que c'est le délai normal d'analyse des textes ou de lecture ou peu importe. Là. Je dirais que chez nous, le délai normal, si après 3 mois, tu n'as pas une nouvelle,
c'est pas bon signe. Les personnes pour Destination Extrême, on est déjà entré en contact avec eux, on leur a dit qu'on n'avait pas le temps de les lire là, mais que vu qu'ils l'avaient écrit pour la collection, on se disait ils vont pas l'envoyer à d'autres éditeurs. Là, c'est comme dans ce cas-ci, précisément, on pouvait se permettre d'attendre. Mais en général, en dedans de 3 mois, on a une réponse. Puis des fois, on fait juste lire le synopsis, puis là, on est comme on voit qu'il y a un potentiel, on n'a pas le temps de le lire là, mais des fois, on écrit à l'auteur, on dit écoute, première lecture, il y a quelque chose, on l'envoie, c'est pas une garantie, mais on va l'envoyer en deuxième lecture. Est-ce que tu peux nous aviser si jamais tu as une autre réponse d'un autre éditeur? Fait comme ça, après ça, l'auteur est au courant que, bon, parce qu'il y a des auteurs, des fois, qui sont très vite à accepter avec l'apothéose, mettons. Là. Après ça, là, ils ont de Mortagne qui leur fait signe, puis là, ils font comme ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que ça, on veut pas ça, là. Ouais. Ben, merci. Ouais, bien vu. Merci beaucoup, Chloé. Mais si tu as d'autres questions après, tu pourras me les écrire, puis je peux répondre par courriel. Merci d'être venu nous voir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour venir nous voir. Tant mieux si j'ai pu répondre à quelques questions. Ben oui, c'était super le fun, puis c'était super instructif, puis ça va servir à plein de gens aussi. Puis, ben, c'est ça. J'ai déjà hâte d'aller à Montréal, aller te dire bonjour. Puis, Voilà. Tu vas être là. Mais pas le samedi et le dimanche. non, promis. On va venir avant ça. Ouais. Merci, c'est vrai, Ariel. Merci beaucoup pour ton temps, Chloé. Ton temps d'éditrice, c'est précieux. Puis, c'est ça. Qui sait, tu vas peut-être voir retentir à un moment donné un manuscrit avec un de ces noms-là dessus. Peut-être. J'ai pas une très bonne mémoire des noms quand je vois pas les visages, là, mais vous le préciserez dans votre page de présentation. Fait que, merci encore beaucoup, puis je te souhaite une belle soirée. Merci, vous autres aussi. Merci. Bye!